Quel échec? Je crois pas. Ah non? Non, je ne crois pas parce que ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat à 2 reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Donc, vous estimez honnêtement, ce matin, que c'est pas un échec de ne pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote? Parce que vous dites, il n'y a pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote. Il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelques votes que ce soit à l'Assemblée nationale. Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. Oui, non, mais à l'Assemblée nationale, 0 vote. Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu 2 votes au Sénat, 2 votes majoritaires, et l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter? Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte. C'est pas parce que vous avez choisi le 49.3? Pardon, mais rappelez-vous de la première lecture. Qui a déposé 20 000 amendements? Qui a organisé l'obstruction? Qui a tout fait pour que l'Assemblée ne vote pas? C'est l'opposition de gauche. Et ceux qui aujourd'hui disent nous aurions préféré voter sont ceux qui en première lecture ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote. Après, donc, si votre question... Là, c'est la faute des LR. Avant, c'était la faute des LFI. Si votre question est de dire est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait un vote? Oui. Et nous avons tout fait pour qu'il y ait un vote. Et je suis parlementaire depuis 2007. J'ai été député pendant plus de 10 ans avant de rentrer au gouvernement. Je sais qu'un député, ça vote. Ça aime voter et un député, c'est fait pour voter. C'est le rôle du député. En première lecture, les oppositions ont voulu empêcher, nier le rôle du Parlement, qui est un rôle de vote et de délibération. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité. On ne va pas refaire l'histoire. Mais enfin, Olivier Dussopt, vous avez choisi un cadre législatif qui vous permettait des procédures accélérées. Il y a eu quand même une procédure express à l'Assemblée. Il y a eu un vote bloqué au Sénat. Est-ce que tout cela est satisfaisant? D'abord, je répète, si vous me dites est-ce que vous auriez préféré un vote, oui, nous avons tout fait pour, jusqu'à la dernière minute. Nous avons regardé, compté avec la Première ministre, avec le Président de la République, et nous avons pris la décision collectivement de constater, nous avons fait le constat qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties pour un texte aussi important et que la zone de risque était trop importante pour avait fait l'objet d'une adoption en commission mixte paritaire. Il vous manquait combien de voix? C'est lorsque les choses sont très proches l'une de l'autre. Est-ce que vous confirmez le chiffre de 3? Il manquait 3 voix. Vous savez, quand vous faites des évaluations, des pointages, disent certains, sur 577 députés, un coup c'est 3, un coup c'est 4, les choses bougent un petit peu. Mais c'était autour de 3-4. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous dites, vous avez choisi une procédure qui allait vite. Au total, quand on regarde le temps de débat à l'Assemblée, le temps de débat au Sénat, on arrive au total à 175 heures. C'est plus que les 2 dernières réformes des retraites réunies. C'est le total des 2 dernières réformes. Il n'y a pas eu moins de débats sur cette réforme que sur les autres. Le Sénat a vu l'intégralité du texte, article par article. Vous dites, il y a eu un vote unique. Figurez-vous que j'ai regardé les archives. Les 3 dernières réformes des retraites avant celle-ci ont toutes fait l'objet de vote unique, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. La réforme de Marisol Touraine en 2013, vote unique à l'Assemblée nationale. La réforme Fillon de 2010, vote unique au Sénat. Ça n'est pas une rareté en la matière. Pourquoi? Parce que les réformes des retraites ont toujours été difficiles dans notre pays. Je vais vous dire, Olivier Dussopt, je suis assez surprise ce matin, et je ne sais pas si les gens le ressentent face à leur télévision ou derrière leur poste de radio. Mais j'ai presque l'impression, et pourtant c'est pas la première fois que vous venez ici depuis le début de l'examen de ce texte, que vous êtes soulagé, voire même plus conquérant que jamais. Je vous imaginais défait ce matin, et j'ai face à moi quelqu'un qui me dit mais non, ça va très bien, c'est pas un échec. Et même j'ai l'impression que vous avez repris du poil de la bête. Il faut dire que la dernière fois que vous m'avez reçu, j'étais malade comme un chien. Pardon pour l'expression. Non mais vous êtes plus souriant, plus conquérant. Mais pourquoi voulez-vous que l'on soit abattu? On est abattu quand on a une... Bah, fallait voir la tête de vos députés quand ils sont rentrés dans l'Assemblée. Mais attendez, honnêtement, ils étaient abattus, on avait l'impression qu'ils allaient à un enterrement. Reprenons les choses les unes après les autres. Est-ce que c'est satisfaisant d'avoir recours au 49.3? C'est toujours un crève-cœur. Et nous aurions préféré qu'il y ait un vote, et les députés, la majorité, souhaitaient un vote, parce que la majorité a été unie de bout en bout, voulait faire avancer cette réforme, et s'est battue pour que cette réforme soit améliorée tout au long du débat parlementaire. Ça a été le cas. Est-ce que nous avons un texte? Oui, nous avons un texte. Et un texte qui a été amélioré par le débat parlementaire, je le répète. Donc, je ne vous dis pas tout est parfait, parce que ça serait d'abord une forme de mensonge, et on peut toujours faire mieux. Et j'aurais évidemment... En fait, vous êtes juste content que ce soit fini, quoi. Mais attendez, ça n'est pas fini. J'essaie de comprendre. Mais ça n'est pas fini.
Ça n'est pas fini. D'abord parce le débat, oui, il va y avoir la motion de censure et on va voir. Mais au-delà de ça, si les motions de censure sont rejetées, vous croyez qu'une réforme, ça s'arrête au moment où c'est voté? Une réforme, ça se met en œuvre, ça se travaille. Il y a des décrets à prendre. Il y a tout un travail de mise. Et c'est vrai pour une réforme des retraites comme pour toutes les autres. Donc, si vous attendiez que je vienne sur votre plateau en étant abattu, en étant défait, certainement pas. Non, mais je vous trouve très fier pour un truc dont on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de quoi être fier. Vous confondez, pardon de le dire comme ça, mais vous confondez la fierté et la détermination. Et moi, je pense que quand on est dans un moment de difficulté, parce que c'est un moment de difficulté, quand on est dans un moment où la vie politique est chahutée, parce que un 49-3, ça chahute, mais au-delà du 49-3, il faut avoir en tête la manière dont les débats se sont passés, avec énormément de violence. Moi, je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant de pas sur la raison. Il y a eu des invectives hier, toute la journée, toute la séance l'après-midi. Je vous propose qu'on réécoute justement ce brouhaha. Cette ambiance dans l'Assemblée lorsque la Première ministre est rentrée. Il faut être déterminé, parce que l'État doit être tenu. On entend ces huées alors que Elisabeth Borne se dirigeait vers le pupitre. Elle n'a d'ailleurs pas pu faire sa déclaration dans un premier temps. Elle a été obligée de sortir de l'hémicycle. Il y a eu une suspension de séance avant qu'elle ne revienne et que, malgré le bruit qui couvrait sa voix, elle finisse par invoquer le 49-3. À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens beaucoup de tristesse pour l'Assemblée nationale. Beaucoup de tristesse parce que ce qui s'est passé hier au moment où la Première ministre s'est exprimée, et quand la Première ministre s'est exprimée, la violence des propos et la violence des comportements, c'est ce que j'ai vu pendant tout le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de tristesse, non pas pour moi, pour les débats vécus, et pas plus pour elle, c'est du soutien que je lui apporte. C'est de la tristesse pour l'Assemblée, parce que cette institution est une belle institution. C'est là où les lois sont votées, c'est là où la nation s'exprime. Et cela fait des semaines, des mois, que nous avons des oppositions, en particulier la France Insoumise, qui ne cherche qu'une chose. C'est bloqué, c'est abîmé. Et la violence et la contestation, finalement, sont dans leur ADN. Certains députés ont évoqué l'émotion, voire même les larmes d'Elisabeth Borne lorsqu'elle est sortie de l'Assemblée après avoir tenu son discours et qu'elle s'est retrouvée dans ce qu'on appelle la salle Colbert, qui est cette salle où tous les députés de la majorité l'ont entourée. C'est un moment d'émotion, mais vous savez, la Première ministre est solide. Elle l'a montré hier. Elle est très solide. Et pour revenir à ce que l'on se disait avant que vous passiez les... Elle est solide, mais il y a eu des larmes. La Première ministre ne pleure pas. Donc les larmes évoquées par certains députés, c'était pas... C'est l'émotion. C'est l'émotion parce que, effectivement, la majorité lui a apporté un soutien aussi uni que le soutien apporté à la réforme. Mais je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure. Quand ça chahute, quand les institutions sont d'une certaine manière remises en cause, quand la politique devient aussi violente, et quand on a l'honneur de servir l'État, et pour ce qui me concerne, c'est à la fois un honneur de servir l'État, de participer au gouvernement, et une fierté de le faire sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre. Ben oui, il faut être solide.